Il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et à 8h16, notre invité est là, notre invité politique, Alexis Bouchard, secrétaire fédéral du Parti socialiste en Ille-et-Vilaine et membre du Conseil national du PS. Merci d'être venu jusqu'au micro de Bretagne 5. De bon matin, bonjour. Bonjour Stéphane Hamon. Et alors, pour vous interviewer ce matin, on le fera à deux voix avec Axel Guillaume qui est avec nous. Bonjour. Alors, on va commencer par la question cruciale. Censure ou pas censure de la part du Parti socialiste ? Une question assez compliquée qui a valu des tumultes à la fois en interne dans l'opinion, puisqu'effectivement le Parti socialiste dans cette séquence politique un petit peu instable, un petit peu détestable d'une certaine manière, parce que le spectacle qui a été offert ces dernières semaines est plus que problématique à certains égards. Il est problématique parce que le président de la République s'est d'abord entêté à vouloir maintenir coûte que coûte un héritage macroniste minoritaire et défait par les urnes à plusieurs reprises, et parce que nous avons une droite à travers Bruno Retailleau qui, par des simples questions de personnes, va mettre en péril une stabilité qui vacille désormais. Et donc le Parti socialiste, effectivement, depuis la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu, notre Premier ministre, mardi, a une position qui, effectivement, fera basculer son sort entre sa censure et donc la chute de son gouvernement, et une forme de maintien exigeant, avec la possibilité de négocier un budget qui, pour le moment, est austéritaire et de droite. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le budget actuellement et le gouvernement actuel sont toujours de droite. Il y a même des ministres des Républicains dans le gouvernement, donc il ne fallait pas s'attendre à ce que miraculeusement un gouvernement, en tout cas un budget de gauche, puisse être mis sur la table. Donc effectivement, le compte n'y est pas. Nous avons obtenu un certain nombre de garanties, notamment sur la possibilité justement de débattre ce budget avec la non-utilisation par le gouvernement de l'article 49.3 de la Constitution, et puis la suspension, quoique discutable, de la réforme des retraites, qui est un premier pas vers l'abrogation, mais ça n'est pas assez, puisque nous avons été élus sur un programme qui consistait à vouloir abroger la réforme Borne, à vouloir abroger la retraite à 64 ans, ce pourquoi nous sommes battus. Ce qui s'est passé mardi avec cette suspension est une première victoire, et donc nous ne censurerons pas a priori, c'est la position du Parti socialiste, le gouvernement Lecornu, mais cette menace de censure qui est mise sur la table n'est absolument pas révolue tant que le budget ne changera pas de cap. Avec quelques députés quand même qui font un peu sécession, si vous me permettez le terme, il est peut-être un peu fort, un député métropolitain et des députés issus de l'outre-mer qui ont décidé, ils sont 6 je crois en tout, de censurer néanmoins, de ne pas écouter finalement la ligne préconisée par Olivier Faure. On a le même cas de figure à droite, hein, avec quelques LR qui commencent à dire ben non, finalement eux aussi disent le compte n'y est pas pour d'autres raisons. Est-ce que finalement, jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire dans la toute fin de matinée, tout peut se passer ? Oui, de toute façon, qu'importe l'issue du vote des censures, puisqu'il y en a 2 présentés ce matin, le résultat sera serré. Moi, je pense que ce sera autour de 10-15 voix d'un côté ou de l'autre. Donc, effectivement, ce matin, nous sommes dans une incertitude et dans le brouillard. Pour autant, effectivement, moi, je peux comprendre qu'il y ait un certain nombre de positionnements personnels au Parti socialiste, même si moi, je considère que dès lors que dans un parti démocratique, il y a un vote du groupe socialiste et une position prise, on doit tout de même s'y atteler et la respecter. On peut comprendre que, en ce qui concerne les députés d'outre-mer, il y ait des velléités a priori, puisqu'il n'y a véritablement pas de confiance en la nouvelle ministre des Outre-mer, issue des Républicains, là où ça peut paraître un petit peu bizarre, parce que j'ai critiqué l'homme à de nombreuses reprises, ici même à ce micro. Manuel Valls a gagné en fait la confiance d'un certain nombre de députés d'outre-mer, parce qu'il a avancé sur un certain nombre de dossiers, notamment sur la Nouvelle-Calédonie, sur le plan Mayotte, et donc c'est peut-être bien la première fois que je vais dire du bien de Manuel Valls, mais en tout cas il y avait du dialogue, et les députés ultramarins, les élus ultramarins avaient une certaine forme de confiance en Manuel Valls, ce qui n'est pas du tout le cas de la nouvelle ministre des Outre-mer. Donc on pourrait comprendre dans des territoires où justement la vie chère fait bat son plein, où il n'y a pas de service public, où il n'y a pas d'infrastructure, que les députés ultramarins puissent aussi tirer la sonnette d'alarme.
Mais est-ce qu'au fond, le chef du Parti Socialiste, Olivier Faure, est-ce qu'il a eu raison, selon vous, de ne pas appeler à censurer le gouvernement Lecornu? Parce que certains disent que c'est un choix dicté par la peur d'une dissolution. Est-ce que cette crainte, selon vous, justifie le fait de ne pas faire tomber justement un gouvernement jugé à l'opposé des valeurs de la gauche? Non, parce que comme l'a rappelé justement Olivier Faure et Boris Vallaud, ce qui a été fait depuis mardi, c'est un pari qui n'est pas forcément gagnant, mais qui va permettre, parce que le Premier ministre va refuser d'utiliser les 49.3, de pouvoir négocier point par point toutes les mesures du budget, y compris défendre avec potentiellement les députés de gauche et du nouveau Front populaire, eh bien un certain nombre de mesures pour la justice sociale et fiscale, ce sur quoi nous allons nous atteler pendant 3 semaines, 1 mois, c'est-à-dire que les députés 24 heures sur 24 vont être à l'Assemblée nationale du lundi au dimanche. Ça va être âpre, ça va être assez dur, et on verra si effectivement des députés de droite, d'extrême droite accepteront de voter ou non pour l'augmentation des salaires, pour la taxation des hauts revenus avec la taxe Zuckman dont on a tant parlé, qui est présentée dans notre contre-budget, mais pour autant nous n'avons pas peur de la dissolution. Nous l'avons dit, si le budget effectivement reste dans une certaine forme d'austérité, reste un budget de droite, et que par ailleurs, moi je sais pas si à la fin il n'y a pas de consensus, il y a un budget qui est voté ou en tout cas présenté avec une loi spéciale, nous n'hésiterions pas à censurer ce gouvernement. Un certain nombre de sondages, et on nous dit même sur le terrain, puisque nous y sommes, que notre démarche disons j'allais pas dire de négociation, mais de renouer avec le parlementarisme, ce que beaucoup de partis prônent, mais qui dans la réalité finalement ne se mettent pas autour de la table pour discuter et bien faire de la politique, c'est-à-dire défendre des positions et convaincre le plus de députés possible d'y voter. Eh bien nous le mettons en application, nous sommes parlementaristes, donc nous faisons de la politique, donc nous négocions, nous nous battons, et nous avons des premières victoires, mais en l'occurrence, si le compte n'y est pas, non, nous censurons et nous irons devant les urnes. Et vous n'avez pas l'impression justement ce matin à notre micro de faire cavalier seul quand on voit les positions de la France Insoumise qui ce matin à 9h donc appelle à une motion de censure, le Parti communiste français censurera également, les écologistes censureront également. Ce matin, vous n'avez pas l'impression d'être tout seul et finalement de prendre vos distances en quelque sorte avec le reste du NFP? Non, parce que en l'occurrence, il y a potentiellement des divergences de forme et de stratégie qui peuvent arriver, en l'occurrence ces dernières 48 heures, mais pour autant, le dialogue n'est absolument pas rompu avec nos partenaires. Je pense en premier lieu au Parti communiste et aux écologistes, avec qui d'ailleurs nous discutons bien toujours, en l'occurrence, à la fois pour préparer les scrutins des municipales, des présidentielles de 2027, et puis peut-être, dans le cas d'une dissolution, avoir un certain nombre de circonscriptions qui puissent présenter des candidats de l'Union de la gauche si d'aventure le cas se présentait. Donc non, c'est des différences de stratégie potentiellement, mais ça ne remet pas en cause justement la place du Parti socialiste au cœur de la gauche, et singulièrement au sein d'un mouvement d'union de la gauche avec notamment le Front populaire 2027. Avec quand même des dissensions avec la France insoumise, on a entendu quand même beaucoup de choses ces temps derniers. La dernière réaction en date, Manuel Bompard qui demandait justement aux députés socialistes de voter la motion de censure en disant n'écoutez pas Olivier Faure. Moi, je pense que Manuel Bompard se trompe et fait un procès au Parti socialiste qui, une énième fois, serait dans une forme de trahison. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit le cas. Dès le lendemain des législatives 2024, il y a un peu plus d'1 an, avec le nouveau Front populaire, nous avons admis, et Manuel Bompard lui-même a signé ce papier avec l'ensemble des forces de gauche, en disant que nous n'avons pas de majorité absolue et que par ailleurs, si nous avons été élus sur un programme, nous le défendrons, mais que comme nous n'avons pas la majorité absolue, nous irions chercher texte par texte, faire marcher le Parlement, ce à quoi s'attelle le Parti socialiste depuis 48 heures, en obtenant des victoires. Et moi, je ne suis pas de ceux qui voient les caravanes passer et ne font rien. Moi, je veux pas que quand une occasion se présente pour 3,5 millions de travailleurs de pouvoir partir un peu plus tôt, et c'est franchement pas trop demandé, surtout quand ça relève, parce que c'est pas totalement satisfaisant, je le disais, mais le but à la fin c'est d'aller à l'abrogation, on n'abandonne pas notre programme, donc il n'y a pas quelconque forme de trahison. Si trahison il y avait, elle est plutôt du côté de la France insoumise, qui refuse d'emblée toute discussion, qui refuse toutes les avancées et les combats auxquels nous sommes attachés, et ce pourquoi nous avons été élus avec le nouveau Front populaire. Donc non, nous, cet engagement du NFP au lendemain des législatives, nous nous y attelons, nous sommes élus sur un programme, je le disais, donc l'abrogation de la réforme des retraites, c'est l'objectif, mais pour autant, nous n'avons pas de majorité absolue, donc il faut
au cas par cas, négocier et être présent dans l'hémicycle, pouvoir lutter et porter nos combats, ce à quoi nous attelons, et nous y sommes prêts. En l'occurrence, il n'y a pas de quelconque forme de trahison de notre côté, au contraire. Avec une deadline, comme on dit chez les journalistes, c'est le vote du budget avant le 31 décembre, 70 jours pour discuter, pour amender peut-être, pour changer ce budget, avec déjà beaucoup de critiques autour de ce projet de loi de finances 2026. Est-ce que on parviendra à le voter, ce budget, ou est-ce que vous êtes réservé ? En l'état, il est invotable. Et parce que je le disais, c'est un budget qui reste austéritaire. Rendez-vous compte, parmi les mesures phares, il y a l'imposition, en tout cas la venue à la fiscalité des salariés étudiants. Il y a une taxation des hauts patrimoines qui est présentée, mais qui en réalité permettrait à 95% des entreprises qui sont concernées de ne pas la payer via des mécanismes d'optimisation fiscale. On a un certain nombre de gels d'allocations, de subventions notamment. Moi, je pense au mouvement associatif Ça ne tient plus, qui par ailleurs a manifesté son mécontentement samedi dernier partout en Bretagne. C'est 80 000 associations en Bretagne. Parmi elles, 2/3 d'entre elles vont devoir se séparer de plusieurs ou d'un salarié, alors que pour autant, les associations, elles font un travail remarquable sur des domaines essentiels, dans la lutte contre la précarité étudiante ou que sais-je, dans des domaines de solidarité, ou même des radios associatives. On en parle beaucoup, Paul, des radios associatives. Il y a une grande menace sur nous. Exactement. Et en l'occurrence, je veux dire, si d'aventure il n'y avait pas de budget et donc que ce budget passerait par loi spéciale, ça voudrait dire le gel de toutes ces subventions et donc un avenir encore plus incertain qui, déjà dans un contexte où depuis en l'occurrence 1 an et demi, 2 ans, tout est à l'arrêt, j'ai envie de dire, et en l'occurrence, il n'y a pas de perspective d'évolution ou de développement dans ces domaines-là, et pour des associations qui, par ailleurs, dans un certain nombre de domaines, font le travail de l'État sur le logement, sur plein de choses, sur des relais, et qui sont essentiels dans nos territoires. Donc, pour le moment, le compte n'y est pas, je le disais, et si tel est le cas, nous voterons la censure, mais ce n'est pas disons, la chose la plus souhaitable dans l'immédiat, parce que ne pas voter de budget, ce serait aussi très sensible d'un point de vue justement d'un budget qui serait pas plus de gauche ou pas plus interventionniste. Donc il faut au maximum pouvoir porter le combat à l'Assemblée et donc faire du Parlement l'épicentre, le centre de la vie politique. Avec une inquiétude du côté du monde économique. Là aussi, on voit beaucoup de secteurs qui sont au ralenti, parfois même à l'arrêt. Est-ce que là aussi, on vit un peu dangereusement, si vous me permettez ? En fait, ce que je disais pour le monde associatif, ça concerne tout le monde en l'occurrence, y compris même le monde économique. Si effectivement il n'y a pas de perspective d'enlever ce brouillard ambiant qui pèse sur nos épaules depuis un certain nombre de temps, eh bien c'est difficile pour des artisans, des PME, il y en a en nombre dans notre région en Bretagne, de pouvoir éventuellement penser à créer de l'emploi avec en prenant de nouveaux salariés, en prenant de nouveaux artisans, que sais-je. Donc effectivement, il faut de la clarté. Nous, dans notre projet, on va aussi, parce qu'on a présenté un contre-budget, porter un certain nombre de propositions pour effectivement aider les petites et moyennes entreprises, pour aider à la relance économique et permettre à ce que le travail, parce qu'il y a des fermetures d'usines, parce que on est dans une année rouge, je le disais, sur l'emploi assez fréquemment, eh bien de pouvoir avoir un peu de baume au cœur et de surtout pouvoir avoir une certaine forme de stabilité avec un budget toujours avec plus d'égalité, plus d'intervention, et donc c'est un combat qui doit être mené, mais par la voie parlementaire, parce que nous avons été élus pour travailler, en l'occurrence pas moi, mais les députés socialistes singulièrement, donc ils vont faire de la politique. On va parler de la situation interne du Parti Socialiste en Ille-et-Vilaine. En Ille-et-Vilaine, Olivier Faure, justement, avait remporté d'une courte tête face à Nicolas Mayer-Rossignol
la tête du parti. Donc 5 voix seulement d'écart. Depuis, la fédération a connu quelques tensions, mais aussi une volonté d'unité affichée. 2 ans plus tard, après l'élection d'Olivier Faure, quel est l'état d'esprit des socialistes dans le département d'Ille-et-Vilaine? Très combatif, parce qu'en l'occurrence, nous, on lave notre linge sale en privé. Les affaires familiales concernent la famille, donc on n'a pas l'occasion, comme d'autres familles politiques, de mettre sur la table et en public des éventuelles divergences. S'il y a des divergences, que chez les Républicains. C'est plus stratégique, mais en l'occurrence, on est très concentré sur les élections municipales à venir. Là, jusqu'en décembre, on travaille sur le projet socialiste du 21e siècle, qui est en fait une séquence qui va nous permettre de rédiger un projet pour la présidentielle, mais plus globalement, Chloé Ridel l'a annoncé à la fin de l'été, porter un projet qui va justement remettre à plat, je vais pas dire l'idéologie socialiste, mais en tout cas notre projet, pouvoir rediscuter tout ce que l'on a proposé jusque-là pour porter justement un projet singulièrement vaste et ambitieux pour le pays. Donc non, les socialistes d'Ille-et-Vilaine en l'occurrence sont au travail et sont prêts justement à aller devant les gens pour porter et défendre nos valeurs pour les échéances qui vont arriver. Mais justement, comment recréer cette dynamique-là après tant d'années justement de défaites et de doutes? Comment est-ce que vous appréhendez justement ce qui va venir là dans les prochains mois? Alors des défaites il y en a, mais il y a aussi des victoires. Moi je pense que malgré tout nous sommes passés tout de même entre 2022 et 2024 d'une trentaine à 70 députés, donc c'est pas rien, et c'est dû effectivement au travail des socialistes, mais aussi à l'Union de la gauche et à un mouvement citoyen avec le Nouveau Front Populaire qui a permis à ce que des gens qui n'avaient jamais voté et encore même jamais milité sur le terrain viennent nous prêter de l'aide, notamment pour faire face à l'extrême droite. On a, y compris même en Bretagne et partout dans le pays, la plupart des métropoles, un certain nombre de départements, des régions. Donc nous avons des élus socialistes dans nos territoires qui sont au travail, qui portent des victoires. Et puis même dans une situation de minorité, je le dis souvent ici aussi, à l'Assemblée nationale, nous sommes minoritaires parce que nous avons 70 députés, mais pour autant, nous portons un certain nombre de propositions de loi qui pour beaucoup ne passent pas, mais qui pour certaines parviennent à passer, notamment dans les journées de nos niches parlementaires, ces journées où on dicte le calendrier et les propositions de loi qui vont être discutées à l'Assemblée nationale, et à travers ces mécanismes législatifs, le Parti socialiste est parvenu à faire adopter et pérenniser le repas à 1 euro pour les Crous, un certain nombre d'aides pour les gens qui ont des pannes d'ascenseur dans leurs immeubles, ou encore des aides pour les familles monoparentales. Donc c'est des victoires qui, malgré tout, donnent du baume au cœur. Des projets donc que vous annoncez vouloir porter donc avec l'Union de la gauche. Donc on a bien compris qu'il y avait donc les socialistes, les écologistes, le Parti communiste français. On n'entend pas vraiment la France insoumise. Donc on sent une forme de relation assez tendue. Aujourd'hui, donc, à partir de 9h, va avoir lieu donc les votes des 2 motions de censure si il y a une dissolution. En tout cas, c'est ce qu'Emmanuel Macron a annoncé, notamment auprès des confrères du Parisien lors du Conseil des ministres. Si il n'arrive pas, si le gouvernement tombe, il y aura dissolution. S'il y a dissolution et qu'il y a des candidats de chez vous, mais aussi de la France insoumise et des écologistes, est-ce que, s'il y a une triangulaire, par exemple, est-ce que vous retirez, par exemple, au profit d'un candidat de la France insoumise, par exemple? Ça, c'est une évidence. Et je crois que nous n'avons jamais dérogé à ce principe à gauche, parce que le danger de l'extrême droite est grand, et parce que, par ailleurs, ça a été une tradition à gauche depuis tout le temps. En réalité, quand il n'y avait pas nécessité à ce qu'il y ait qu'un seul candidat de gauche à un premier tour d'un scrutin, logiquement, dans l'entre-deux tours, tous les candidats de gauche soutiennent celui qui est arrivé en tête à gauche pour le second tour. Même si c'est un insoumis. Bien sûr, parce qu'on n'a jamais... Enfin, je veux dire, face à l'extrême droite, nous, on est très clair, et on a même appelé dans un certain nombre de circonscriptions pendant les législatives 2024 à voter pour des candidats LR et des candidats macronistes. Je veux dire, et même les insoumis l'ont fait. Pour autant, puisque vous le disiez, on partira effectivement pas a priori avec les insoumis, pour la simple et bonne raison que ce sont eux-mêmes qui se sont mis de côté du Nouveau Front Populaire, parce que, comme je l'ai rappelé, ils refusent d'emblée l'engagement qui a été pris par le Nouveau Front
Front Populaire de discuter au cas par cas et de porter le combat à l'Assemblée nationale des mesures du programme du Nouveau Front Populaire sur lesquelles nous avons été élus. Et j'ajoute que dans la perspective et la préparation des élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon a fait part de sa candidature à la présidence de la République. Or, avec tous les autres partis de gauche, nous avons entamé une démarche de discussion sur un projet, un programme partagé et des discussions sur la définition de modalités de désignation d'un candidat commun de la gauche. Et Jean-Luc Mélenchon, malheureusement, s'est mis en dehors de ce dispositif, donc c'est lui-même mis de côté de l'Union de la gauche et du Nouveau Front Populaire. Nous travaillons donc avec les écologistes et les communistes, vous l'avez rappelé, et d'autres partis de gauche à l'Union de la gauche, ce que LFI et Jean-Luc Mélenchon ne s'attellent pas. Et il y a l'ombre du Rassemblement national. Alors là encore, on a beaucoup de sondages qui arrivent depuis quelques jours, un peu tous azimuts si vous me permettez le terme, mais tous les sondages s'accordent à dire qu'il y a quand même une sorte de possibilité d'une vague un peu bleu foncé. Jordan Bardella a le vent en poupe, ou Marine Le Pen. Est-ce que l'inquiétude est un petit peu plus palpable que par exemple lors des autres législatives? L'inquiétude est toujours palpable parce que l'extrême droite n'est pas encore descendue de son piédestal et est toujours aux portes du pouvoir. Elle progresse même. Elle progresse et donc effectivement nous devons être très vigilants. J'aimerais ajouter que même parmi les chefs socialistes à Paris, il a été dit que dans un certain nombre de circonscriptions, il serait vu au cas par cas, y compris même avec la France Insoumise, la possibilité d'avoir un candidat commun dans le cas notamment où l'extrême droite est soit sortante, soit en position de force pour remporter le siège, la circonscription, que sais-je. Donc, de tout temps, en tout lieu, la gauche est en responsabilité pour faire barrage à l'extrême droite, ce qui n'a toujours pas été le cas du côté de la Macronie et des Républicains. On l'a vu encore avec les législatives partielles dans le Tarn-et-Garonne la semaine dernière, où Bruno Retailleau a dit que face à un candidat d'extrême droite, il valait mieux ne pas voter pour la candidate socialiste au second tour. Donc c'est quand même très problématique. Mais vous voyez bien que malgré des possibles dissensions, je rappelle quand même que les élections européennes de 2024 étaient franchement pas très gentilles entre soi-disant partenaires de gauche, mais pour autant, dès le lendemain, nous avons fait cette union de la gauche, parce que l'urgence était telle. Donc moi, je ne doute pas que quand il faudra prendre ses responsabilités, la gauche prendra ses responsabilités face à l'extrême droite, parce que le combat antifasciste, c'est pas seulement un slogan, et donc la gauche a toujours agi en ce sens, et je n'ai aucun doute sur le fait que nous puissions avoir des candidats communs dans les circonscriptions tendues. Avec une progression en Bretagne, avec une forme d'organisation aussi. On a entendu le nouveau porte-parole du Rassemblement national ici en Bretagne expliquer qu'il y aura des candidats dans différentes villes de Bretagne, des candidats donc du Rassemblement national. Est-ce que c'est aussi là une source d'inquiétude pour vous, parce que la Bretagne était jusqu'alors quand même peu ou prou épargnée par le vote Rassemblement national? Eh ben, on va écouter, on va faire campagne comme à chaque fois, et puis on va démontrer et tirer le masque de ce qu'est le Rassemblement national dans la réalité, parce que pour beaucoup, soit ils sont absents comme les Jordan Bardella au Parlement européen, il ne vient que pour prendre ses indemnités journalières de député européen, donc et pour le reste, en ce qui concerne les députés, ils ont beau dire qu'ils sont dans l'opposition, à chaque occasion qui s'est présentée dans l'hémicycle, ils ont toujours voté contre l'augmentation des salaires, je le disais, contre l'égalité salariale au Parlement européen, contre un certain nombre de dispositifs qui concernent ceux qu'ils prétendent défendre. Donc on va faire campagne et puis on va dire aux gens ce que c'est l'extrême droite en réalité, que ce sont des fainéants, des bons à rien et des gens qui ne se battent pas pour les gens pour lesquels ils sont élus. Donc moi j'ai confiance en nos élus, en notre capacité à présenter des projets qui changent la vie dans les territoires, parce que dans toutes les communes et toutes les intercommunalités qui sont détenues par des majorités socialistes ou de gauche écologistes, on voit bien qu'il y a des choses mises en place, mais des choses considérables qui pallient notamment à des compétences aussi de l'État qui sont absentes, et sur un certain nombre de dispositifs, oui, la gauche dans les territoires elle change la vie, ce qui ne a priori ne sera pas le cas du Rassemblement national. Alors justement, on entend aussi les Français, les Françaises, les Bretons, les Bretonnes
qui ont une forme de ras-le-bol un petit peu de la politique, de ce qui se passe. Et pourtant, ils écoutent beaucoup la matinale, je peux vous le dire. Et ils nous interpellent. Et souvent, ce qu'ils nous disent, à nous, journalistes, c'est bon, on a tout essayé, il y en a marre, il y en a ras-le-bol. C'est pas une belle image non plus de la France à l'international. Et puis finalement, après tout, le RN, on n'a jamais essayé. Est-ce que vous entendez ces arguments-là? On l'entend parce qu'on l'entend nous-mêmes sur le terrain, et pas que les journalistes à qui on dit ça. Mais oui, pour autant, sûr, nous, on répond assez brièvement et succinctement que l'extrême droite, si on l'a essayé dans notre histoire, et y compris même en France, mais si on veut des exemples plus récents, on voit bien que l'extrême droite progresse pas seulement en France, mais en Europe et plus globalement à l'international. On voit même une internationale fasciste, pré-fasciste, que sais-je, qui se monte autour de Donald Trump avec des figures comme Giorgia Meloni, comme Javier Milei en Argentine, comme un certain nombre de gouvernements qui se droitisent toujours de plus en plus, toujours au détriment des classes moyennes et populaires. Donc moi je pense qu'il faut le dire et le répéter, l'extrême droite au pouvoir dans les pays où elle est en place ne fait rien pour changer concrètement la vie des gens. Et donc, pour cela, c'est la gauche qui doit y répondre. Axel Guillaume. Et donc justement, comment parler à cet électorat-là donc, qui vote pour le Rassemblement National, mais aussi qui, on l'a vu dans les urnes, bon, les élections législatives ont quand même fait venir pas mal de monde, mais comment vous parlez justement à cet électorat-là qui, de base, vote de moins en moins, mais qui manifeste de plus en plus? Comment est-ce que vous voulez les faire venir? En travaillant, et je pense que la séquence qui va venir sur le budget va être à cet égard intéressante, parce que vote par vote, texte par texte, notamment sur les mesures de pouvoir d'achat, de justice fiscale, comme je le disais au début de cette matinale, que nous allons mettre au vote et qui, par le biais du non-présentation du 49.3, eh ben, les masques vont tomber, puisque effectivement là les votes seront publics et on se rendra bien compte que soit le Rassemblement National est dans une position hypocrite à voter un certain nombre de dispositifs et pas d'autres, soit sera absent du débat et donc verra que, en l'occurrence, le Front National eh bien, n'est pas là pour défendre les gens et ne vote pas les mesures de justice fiscale et sociale. Donc, moi, j'attends beaucoup et j'espère qu'en l'occurrence, le débat pourra être mené à son terme avec à la fin des mesures pour changer la vie des gens et en finir avec la vie chère. Mais ce sera intéressant, effectivement, de voir, et nous le montrerons si tel est le cas, que le Rassemblement National, en l'occurrence, dans ses prises de position, n'est pas le parti des travailleurs, n'est pas celui qui défend la vie des petites gens. Et donc, je pense que dans les 3 semaines, le mois à venir, nous aurons toutes les opportunités pour le démontrer assez franchement. Merci infiniment Alexis Bouchard d'être venu en direct dans la matinale de Bretagne 5 commenter cette actualité politique qui s'emballe, qui va vite en ce moment. Je rappelle que vous êtes le secrétaire fédéral du Parti Socialiste en Ille-et-Vilaine, également membre du Conseil National du PS. Merci à Axel Guillaume qui nous a donné la réplique ce matin. Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h42. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.